Chaque vie est un livre. Chaque étape, un chapitre. Mais certaines existences nous obligent à lire plus profondément, à remonter les strates qui ont façonné une pensée. Voici l'histoire d'un enfant qui a grandi dans les couloirs du pouvoir sans jamais vouloir le pouvoir. D'un adolescent que le monde a réveillé à la politique avant qu'il n'y pense. D'un jeune homme qui a traversé continent, discipline, culture pour devenir l'un des penseurs majeurs des relations internationales en Afrique. Voici l'histoire de Jean-Emmanuel Pondy, professeur des universités, internationaliste de renom. Guantanamera, ma ville c'est Guantanamera. Guantanamera, ma ville c'est Guantanamera. Tout commence à l'école maternelle des parcs Répiquet. Lieu modeste, mais première fenêtre ouverte sur le monde. À 7 ans, on apprend la géographie dans les livres. À 8 ans, Jean-Emmanuel Pondy apprend la géopolitique dans la rue. Chaque visite d'un chef d'État enflamme le quartier administratif. Les enfants du centre sortent former une haie d'honneur. Alors nous avions 8 ans, 7 ans. Je me souviens très bien d'un certain nombre de chefs d'État qui étaient réguliers, parmi lesquels le président Léopold Sédar Senghor du Sénégal, le président Gowon, Yakubu Gowon du Nigeria, le président Mokhtar Ould Dada de Mauritanie, le président Albert Bernard Bongo, c'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque, du Gabon, etc. Donc ce sont des personnes que nous voyons régulièrement. Nous sortions des salles de classe pour aller les applaudir et dès qu'ils passaient, nous remontions dans nos salles de classe pour continuer nos leçons. Donc ça nous marque quand même ça de voir toutes ces personnalités dont nous ne connaissions pas très très bien l'importance, mais nous, en voyant leur cortège et tout, nous savions que c'était des chefs d'État. Ce contact précoce, constant, presque banal, avec les acteurs politiques africains, inscrit dans son esprit l'idée que la politique n'est pas un mystère, c'est un champ d'action humain, visible, tangible. Il ne se passait rarement un mois sans qu'un de ces chefs d'État ne vienne au Cameroun, pour une raison ou pour une autre, des visites privées, des visites d'État, des visites de travail, qui sont les 3 visites standards. Et ils venaient toujours là, nous on les voyait. Bon, ça nous amusait, nous on était contents parce que ça nous permettait d'aller nous changer les idées en allant applaudir. Mais comme je l'ai dit, ça vous imprègne un certain type d'images qui ont un effet peut-être a posteriori, mais pas avant. Ce n'est qu'après qu'on commence à ressentir et qu'on met l'un dans l'autre, on voit qu'il y a quand même des strates qui s'imprègnent au fur et à mesure. En changeant d'école, il ne change pas de proximité avec le pouvoir. Le lycée Leclerc fait face à l'Assemblée nationale et chaque événement d'État ramène les élèves dans la rue. Discours, bilan annuel et investiture. Le lycée Leclerc est juste en face de l'Assemblée nationale et il était avant sur cette avenue qu'on appelle l'avenue de la Réunification, où se tenait le défilé de la fête nationale. Parce que c'était le deuxième lieu de la fête nationale. Le premier était à l'hippodrome, 1er janvier 1960, ça s'est fait à l'hippodrome, là où aujourd'hui on voit la place, la grande place où se trouve la mairie de Yaoundé, de la ville de Yaoundé. C'était de ce côté-là. Mais à l'époque, le défilé de la fête nationale se faisait justement sur la grande artère sur laquelle se trouve le lycée Leclerc. Le boulevard de la Réunification devient une salle de classe à ciel ouvert. Les sciences politiques entrent dans sa vie avant même qu'il ne sache qu'elles deviendront sa vocation. 1973, il n'a que 14 ans lorsqu'il devient l'un des tout premiers élèves noirs de Châtillon-sur-Chalaronne. On touche sa peau, on touche ses cheveux. L'Afrique est une curiosité. Et pourtant, une graine germe. Je quitte le lycée à la fin du premier cycle, c'est-à-dire après avoir obtenu mon BEPC et mon entrée en seconde également. Et je quitte donc le lycée Leclerc parce que mon père est affecté comme ambassadeur du Cameroun au Zaïre de l'époque. Et donc je termine ma première partie simplement de la scolarité au lycée Leclerc.
Et je suis obligé d'aller en France parce que, n'ayant plus de résidence familiale au Cameroun, et les parents décident plutôt de nous envoyer en France à l'internat. Donc j'arrive en France en 1973, et là-bas, mon oncle, qui est donc le cousin de mon père, professeur Joël Moulin, qui est enseignant à la fois à l'université de Lyon et à l'université de Saint-Étienne en mathématiques, mes parents me confient à lui. Et c'est lui qui décide, j'allais dire souverainement, que je reprenne plutôt la troisième, plutôt que de me mettre en seconde. Et il me donne une explication qui me convainc. Il me dit qu'il vaut mieux avoir des bases solides avant l'entrée au second cycle si on veut aller très loin. Et il informe mon père après. Mon père est d'accord avec lui et moi aussi. Et c'est comme ça qu'on me met donc dans un collège qui se trouve à côté de Lyon, qui s'appelle Châtillon-sur-Chalaronne. Et c'est là-bas que je refais ma troisième, malgré le fait que j'ai eu 10, je crois que c'était 10,50 en troisième, et que j'ai eu mon BEPC. Mais il me conseille de reprendre tout pour avoir une meilleure base dans le second cycle. Et effectivement, ce qu'il avait prédit est ce qu'il arrive. C'est-à-dire que je traverse le second cycle sans aucun problème, avec de très très bonnes notes qui me permettent ensuite d'aller plus loin. Et donc, après l'année où je reprends la troisième, on m'inscrit au lycée mixte d'État Jean Perrin, qui se trouve à Lyon, dans le 9e arrondissement, et un endroit qui s'appelle Saint-Cyr au Mont-d'Or, qui est au 9e arrondissement de Lyon. Et c'est un lycée donc où je fais la seconde, première et terminale. Et là-bas, évidemment, nous sommes à l'internat. Nous sortons chaque semaine le samedi matin pour revenir le dimanche au soir, chaque semaine. Et mon tuteur, donc, c'est monsieur et madame Moulin de l'époque, et qui sont donc ceux dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et dans ce lycée, comme s'il y avait un internat, c'était très intéressant parce que je fais la seconde AB et ensuite la première B et terminale B. Bon, ça s'appelle aujourd'hui sciences économiques, on peut dire, hein, ou bien économie et sciences sociales. C'était ça. Bon, tout se passe très bien. J'obtiens mon baccalauréat avec mention, comme mon oncle l'avait préconisé. C'est exactement ce qui arrive. Et à ce moment-là, donc, quand je termine, une de mes camarades de classe, c'était Anne Hidalgo, qui aujourd'hui est devenue maire de la ville de Paris. Très bonne, très brillante maire d'ailleurs de la ville de Paris. Là où la France impose de choisir, l'Amérique autorise l'ambition, sciences politiques et économie. J'ai un problème parce que je voudrais faire deux choses à la fois, c'est-à-dire sciences politiques et sciences économiques au même moment. Quand je me rends à l'université de Lyon pour demander si c'est possible, on me dit oui, mais à condition de faire d'abord une formation et quand vous avez terminé, vous faites l'autre après. Bon, j'ai refusé parce que je me suis dit que ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire tout à la fois. Et j'ai demandé où est-ce que ce serait possible. Et on m'a dit, mais l'endroit où c'est possible, c'est les États-Unis d'Amérique. Effectivement, quand je demande des informations, je vois qu'il est possible de faire ce qu'on appelle a joint bachelor's degree, c'est-à-dire une licence qui est en réalité conjointe, sciences politiques, sciences économiques ou sciences économiques, sciences politiques. Et c'est donc la raison pour laquelle je quitte la France, parce que je ne trouve pas dans le cursus en France ce que je demande ou ce qui m'intéresse. Je me rends à l'université d'État de New York, à Buffalo. Buffalo, c'est une ville de l'État de New York qui est tout à fait au nord, sur la frontière quasiment avec le Canada. Il fait extrêmement froid et pendant l'hiver, il neige tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est vous dire, c'est moins 30 degrés à peu près la moyenne. Il fait très froid. Donc, j'y suis et je fais donc les deux cursus au même moment. Sciences économiques, sciences politiques. Et tout se passe très bien. J'obtiens ma licence avec mention également. 22 ans. Dans un froid de moins de 30 degrés, il rencontre un professeur habillé en tenue africaine
Molefi Kete Asante, créateur du concept d'afrocentricité. Éloquence, assurance, profondeur. Cette rencontre deviendra un pilier de son identité intellectuelle. Le professeur Molefi Asante, c'est un Africain-américain qui est l'initiateur de l'afrocentrisme. Et je peux vous dire que l'Université d'État de New York n'est pas une université noire, c'est une université blanche. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai assisté à ses cours. Il avait la trentaine à peu près en termes d'âge, mais ce qui m'a marqué chez lui, c'est son engagement, c'est son enthousiasme de l'Afrique. Et pendant cet hiver-là, où je vous dis qu'il faisait moins 30 degrés, il portait néanmoins des habits africains sous les manteaux de l'hiver. Et ça m'avait marqué. Et c'est lui qui a créé le mouvement de l'afrocentrisme et c'est lui qui a été à la base de la création des centres d'études africaines dans toutes les universités des États-Unis. Donc c'est vous dire quand même que malgré son jeune âge, il était l'un des plus jeunes professeurs des États-Unis à ce moment-là. Il avait quand même énormément de fougue et énormément d'enthousiasme pour l'Afrique. Et ça, j'avoue que quand j'ai suivi son cours, ça a fait chez moi quelque chose. Et après, il est allé à Temple University, qui se trouve en Pennsylvanie. Et après, il s'est établi, je crois, en Californie. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en vie aujourd'hui, même s'il est déjà passablement âgé, mais dont la rencontre a suscité chez moi un grand enthousiasme et surtout une détermination d'en savoir plus sur l'Afrique et sur, je dirais, le panafricanisme. La London School of Economics, où seuls 6% des candidats sont admis, accueille un étudiant venu d'Afrique centrale. Dans les couloirs plane encore l'ombre de Kwame Nkrumah. La dimension panafricaine de sa pensée prend forme. À Cambridge, il appartient à la dernière promotion de garçons d'un collège fondé en 1347. Une institution en mutation, un étudiant en transformation. Le premier endroit, c'est la London School of Economics, qui est à Londres, bien sûr. LSE, London School of Economics and Political Science. C'est vraiment le titre complet, qui se trouve à Londres. Et après cela, je vais aussi à Cambridge, qui est à 40 minutes de Londres, où je suis inscrit pour 2 diplômes. Le premier, ça s'appelle, c'est un DEA, on dirait comme ça. Et l'autre, c'est donc on dirait un 3e cycle. Et c'est après cela que je fais donc le doctorat, le PhD. Décembre 1985. Le jeune chercheur soutient une thèse audacieuse. L'apartheid ne tiendra plus longtemps. Il tombera sous ses propres contradictions. On en arrive donc à le choix de mon sujet à l'Université d'État de Pennsylvanie, qui se retrouve cette fois être aux États-Unis encore. Et bien là-bas, c'est le moment où l'apartheid bat son plein en réalité et où tout le monde s'intéresse à l'anachronisme que constitue l'apartheid. Et la question que je me pose dans ma thèse, c'est comment est-ce que d'un côté, les États africains condamnent officiellement l'apartheid, mais il se trouve qu'il y en a certains qui continuent de commercer avec l'Afrique du Sud, raciste. Comment est-ce possible cette contradiction et pourquoi? Et c'est vraiment l'objet de mon travail. Et à la fin de ma recherche, je prédis la fin imminente de l'apartheid. Je termine ma recherche que je soutiens en décembre 85 et je crois que 9 ans plus tard, en avril 94, l'apartheid est démantelé et le régime démocratique sous l'ANC, c'est-à-dire le plus grand parti démocratique noir, va prendre pied et va devenir donc la norme pour l'Afrique du Sud. Il arrive parfois qu'un chemin de vie mène un homme là où il pourra transmettre tout ce qu'il a reçu. Pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ce lieu s'appelle l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Lorsqu'il y rentre, ce n'est pas en étudiant, mais en jeune enseignant sensible à la valeur du savoir. Il y retrouve des aînés dont la rigueur et la vision complètent sa formation internationale. À l'IRIC, il apprend encore, il observe, il se nourrit des expériences de ceux qui ont façonné la diplomatie camerounaise moderne. Cette période est un second apprentissage, fait d'humilité et de curiosité. Quand je termine à l'Université d'État de Pennsylvanie,
aux États-Unis, je retourne sur Washington, où sont mes parents, puisque mon père est ambassadeur du Cameroun aux États-Unis. Et d'une manière tout à fait, j'allais dire, imprévue, le professeur William Zartman, qui est un très grand africaniste en relations internationales, me propose de faire ce qu'on appelle un post-doc, c'est-à-dire des études, une formation post-doctorale à Johns Hopkins. Et Johns Hopkins, c'est l'école des études internationales avancées de Johns Hopkins, qui s'appelle SAIS, School of Advanced International Studies, et dont il est l'un des grands patrons, l'un des directeurs là-bas du programme Conflit et sur l'Afrique également. Et donc, il fait tout, il arrange tout de manière à ce que je vienne et me propose de venir là-bas. Et donc, comme j'ai soutenu ma thèse en décembre 85, je vais donc commencer là-bas à Johns Hopkins de janvier 1986 à juin 1986. Entre-temps, j'envoie ma demande d'emploi à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC. Et pendant que je suis donc à Johns Hopkins, en train de faire ma formation post-doctorale, avec le professeur William Zartman, c'est là que arrive la nouvelle de mon attestation comme assistant à l'IRIC. Et dès que j'ai cette information, je leur dis que je partirai donc des États-Unis pour aller au Cameroun. J'avoue que j'ai vu beaucoup de désolation parce qu'ils m'ont découragé d'aller là-bas en disant que si c'est une question de salaire, on peut négocier le salaire. Si c'est une question d'installation aux États-Unis, je leur dis ce que je souhaiterais. J'ai décliné toutes ces offres. Je leur ai dit que je ne me vois pas ailleurs qu'en Afrique et au Cameroun. Et c'est donc comme ça que finalement je quitte les États-Unis pendant cet été-là, c'est-à-dire au mois d'août, et je me retrouve donc à l'IRIC pour le mois de septembre 1986, que je n'ai pas quitté jusqu'en novembre 2023. Donc ça fait quand même un certain temps. Et je décide de rentrer ici parce que j'estime que ma contribution est davantage plus importante en venant ici qu'en restant aux États-Unis où vous avez des milliers et des milliers de politologues, des spécialistes des relations internationales qui évoluent là-bas et nous en avons besoin ici en Afrique. Très vite, son enseignement attire. Ses conférences, ses analyses, sa capacité à relier le local au global font de lui l'une des voix montantes de l'institution. L'IRIC n'est plus seulement un lieu de passage, il devient son terrain de construction intellectuelle, son laboratoire d'idées, l'espace où sa pensée s'affirme et s'enracine. Pour ce qui est de l'IRIC, c'était l'endroit où on formait des diplomates camerounais, où on continue de former des diplomates camerounais. Nul n'est diplomate de formation ou diplomate de métier qui ne soit passé par l'IRIC. Ça, je le savais. Mais ce qui m'intéressait encore davantage, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement du Cameroun. En fait, quand moi j'arrive à l'IRIC, la majorité des étudiants qui sont ici sont étrangers. Ils sont dans le programme qu'on appelle le stage diplomatique. Ils viennent de tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, l'IRIC a formé plus de 30 nationalités, plus de 30 nationalités africaines sur les 55 qui sont passées par ici. Et une statistique qui est importante, c'est de dire que 60% de tous les diplomates de métier africains ont été soit formés à l'IRIC, soit ont suivi des stages de recyclage à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Les années passent et une évidence s'impose. Jean-Emmanuel Pondy n'est plus seulement l'un des fils de l'IRIC, il en devient l'un des gardiens. Lorsqu'il est nommé directeur, il hérite d'une institution qui a besoin d'un souffle nouveau, d'un visage capable de lui rendre son ambition internationale. Sa nomination marque un tournant. Sous sa direction, l'IRIC retrouve une visibilité sans précédent. Conférences internationales, partenariats académiques, production intellectuelle accrue, l'école se positionne à nouveau comme l'un des hauts lieux africains de la pensée diplomatique. Le professeur Pondy transforme l'IRIC en plateforme de dialogue, d'analyse et de rayonnement. L'école parle au monde et le monde l'écoute. Moi, c'est ce qui me fascinait, c'est-à-dire de participer au niveau de la formation d'une élite compétente, d'une élite engagée
et d'une élite convaincante qui, partout dans le monde, peut avoir droit de citer et être respectée pour son expertise. Et c'est pour ça que j'ai estimé que l'Afrique en avait besoin. Si je pouvais apporter ma modeste contribution à cela, je n'ai jamais hésité à le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est pas simplement un enjeu, mais c'est l'enjeu essentiel du XXIe siècle. Et si vous n'avez pas des personnes qui comprennent cela et qui savent comment, justement, surfer dans cette vague d'incertitude, eh bien, tout le continent sera perdu. Et il nous revient à nous de former cette garde, je dirais diplomatique, qui va sauvegarder les intérêts non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique tout entière. Et l'IRIC, c'est précisément cela en matière de formation diplomatique. C'est une école extraordinaire. J'y ai passé toutes mes années professionnelles et je dois dire que j'en suis très fier. Je suis content d'avoir passé ma vie professionnelle à l'IRIC. Je suis content du fait qu'aujourd'hui, où que vous alliez, que ce soit à New York, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Addis Abeba, qui sont les sièges de la diplomatie multilatérale, vous trouverez une majorité de diplomates de haut niveau là-bas qui sont sortis des rangs de l'Institut de relations internationales du Cameroun. Et je crois que c'est une très bonne chose pour notre pays que de pouvoir afficher cela. La promesse faite à son oncle le professeur Joël Moine de faire de longues études, il l'a grandement tenue. Outre l'IRIC, son engagement administratif et scientifique s'étend aux plus hautes responsabilités universitaires au Cameroun. Il a occupé des fonctions de secrétaire général et de vice-recteur à l'université de Yaoundé 1 et 2, dirigé des structures d'enseignement supérieur privées, notamment l'école doctorale de l'UPAC, et a reçu des distinctions académiques importantes, dont la titularisation comme professeur des universités et son entrée à l'Académie des sciences du Cameroun. Ces responsabilités lui ont permis de concilier production de savoir, gouvernance universitaire et rayonnement institutionnel. Je dirais qu'il y a beaucoup à faire encore en matière de curricula, en matière de contenu de l'enseignement que nous dispensons à nos jeunes Africains. Il y a beaucoup à redire, beaucoup à revoir et beaucoup à refaire. En fait, ce que nous enseignons aux jeunes, ce n'est pas la fierté d'être africain, mais plutôt, quand vous regardez à la fin, vous vous rendez compte que nous leur donnons des éléments qui ne leur permettent pas de régler leurs problèmes eux-mêmes, ici et maintenant. Or, l'éducation est supposée vous donner les outils d'analyse, de compréhension et d'action pour que vous résolviez vos problèmes dans votre environnement immédiat et dans votre environnement lointain. Malheureusement, je dois dire que beaucoup de ce que nous enseignons n'a rien à voir avec cet aspect des choses. Et pour moi, c'est extrêmement grave. Quand nous donnons nos cours, l'idée n'est pas vraiment d'enseigner simplement. L'idée, c'est d'aider les étudiants à transformer leur manière de penser et de devenir les acteurs de leur propre vie. Ne pas avoir peur de se donner des objectifs importants, de transformation, de manière à ce que nous quittions et nous changions de paradigme. C'est-à-dire, nous partions d'une posture de quémandeur, d'une posture d'assisté à une posture d'acteur. Et ça, c'est la grande transformation à laquelle notre curricula devrait amener les étudiants aujourd'hui. L'université n'est pas seulement un lieu de transmission, c'est un laboratoire où se prépare l'avenir. C'est pour ça que je dis toujours aux étudiants qu'en fait, ils sont eux-mêmes les acteurs de leur propre changement. Mais pour ça, il faut comprendre le monde qui vous entoure, il faut savoir comment l'infiltrer, comment s'y installer et comment générer des transformations. De toutes les étapes de sa vie, l'IRIC et l'université constituent peut-être le point d'équilibre, là où se rejoignent son héritage familial, sa formation internationale, son engagement pour l'Afrique et sa vocation de transmission. En dirigeant l'IRIC, il n'accomplit pas seulement un parcours personnel, il participe directement à la formation de ceux qui, demain, incarneront la diplomatie du Cameroun et de l'Afrique. Ainsi, l'IRIC n'est pas la fin du chemin, mais son aboutissement lumineux.
L'intelligence artificielle bouscule le savoir, les métiers et même la manière de penser. Face à ces mutations et à la lumière de son expérience, le professeur Pondy interroge les défis qui attendent l'Afrique et les chemins qu'elle doit tracer elle-même. Si l'intelligence artificielle est utilisée de façon positive, c'est-à-dire emmagasiner le type d'information qui sert à améliorer nos vies, parce que c'est ça le plus important, à nous rendre plus efficaces, à nous rendre plus performants, à nous rendre meilleurs, eh bien là, je dirais que l'intelligence artificielle est une très bonne chose. Mais ça veut donc dire qu'il faut introduire dans les logiciels, dans les algorithmes, des notions qui sont les nôtres, qui nous aident à être des sociétés plus performantes. Ça demande donc un travail extrêmement rigoureux et extrêmement dense et intense. Et ça, je pense qu'on doit comprendre, qu'on doit reconfigurer nos facultés, reconfigurer nos grandes écoles pour produire la connaissance, justement, qui nous permet d'être meilleurs. Ça veut dire notre histoire, ça veut dire notre présent, ça veut dire aussi quel genre de futur nous envisageons, quelle est la vision que nous avons dans 50 ans, dans 100 ans. Et ça veut donc dire qu'il faut introduire tout ça dans les données de l'intelligence artificielle pour justement configurer nos équations pour atteindre des objectifs. Là, dans ce sens, je dis, c'est important, mais ça demande énormément de travail. L'intelligence artificielle est un danger également. Si nous ne faisons pas ce travail préalable, nous allons être asservis par les données des autres et une imposition culturelle, un accaparement de l'Afrique qui sera transformé de force en ce qu'elle n'est pas. Et nous allons donc accroître notre subordination et notre dépendance au reste du monde. Ça, il faut par tous les moyens éviter que ça n'arrive. Mais ça peut être évité seulement si nous travaillons davantage et n'attendons pas tous les autres. Aucune société ne peut progresser, ne peut avancer dans l'attente que les autres feront pour elle et à sa place ce qu'elle doit elle-même faire. Au-delà des salles de classe et des grandes universités, d'autres forces ont modelé la pensée et le caractère du professeur Pondy. La musique, le sport et la discipline personnelle ne sont pas de simples passions, ce sont des piliers silencieux de sa trajectoire. Il raconte l'homme autant que le savant. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute, qui n'avait ni haie ni place. Et sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les places, il me parlait de sa ville. Guantanamera, ma vie c'est Guantanamera. Guantanamera, une chanson cubaine, un pont entre l'Afrique et les Amériques. Pour Jean-Emmanuel Pondy, la musique est respiration, mémoire et parfois même géopolitique. C'est une chanson cubaine. Et comme vous le savez, Cuba a des liens particuliers avec l'Afrique. C'est une chanson de 1928 qui a été créée au moment de l'indépendance de Cuba. Et Guantanamera veut dire la fille de Guantanamo. Et c'est une jeune fille qui aimait son pays, qui aimait la liberté et qui aimait l'unité de Cuba. Et surtout dans cette chanson, on parle aussi de la solidarité avec les pauvres du monde. Et je pense qu'en termes de panafricanisme, Cuba est quand même une île où se trouvent beaucoup d'afro-descendants qui sont restés très proches de l'Afrique, comme ils l'ont démontré au moment des indépendances du Mozambique et de l'Angola, en envoyant 60 000 soldats cubains pour défendre la nouvelle indépendance acquise par ces pays. Ça, c'est sur le plan militaire et diplomatique. Mais aussi sur le plan culturel, il faut reconnaître que la salsa qu'on connaît en général, à Cuba, ça devient la rumba afro-cubaine. Pourquoi rumba? Parce que ça vient du royaume de Congo. Kumba, c'est le nombril. Donc c'est la danse du nombril, en fait, qui s'est transportée là-bas. Et il y a eu un aller-retour entre le Congo et Cuba.
Et jusqu'aujourd'hui, vous avez la rumba congolaise, la rumba cubaine. Et donc, il y a des liens clairs entre les deux. Et j'ai pensé que, compte tenu de mes convictions idéologiques, il fallait peut-être magnifier cela. Et on ne sait pas beaucoup que l'auteur de cette chanson s'appelle Joycito Fernandez. Donc, Josécito Fernandez, qui est donc l'auteur de cette chanson, qui a, je ne sais pas combien de centaines d'années, près de 100 ans aujourd'hui, puisqu'on est en 2025. La chanson est sortie en 1928, donc c'est près de 100 ans. Je me suis toujours intéressé au sport depuis l'âge de 13 ans, 14 ans par là. D'abord le basket, parce que à cause du fait que jeune, j'étais déjà assez grand de taille, relativement. À 15 ans, j'avais 1m81, 82 déjà, à ce moment-là. Donc, on m'intégrait facilement dans les équipes de basket du lycée au premier cycle. Après, étant allé en Europe, et à l'université en particulier, à l'Université d'État de New York, j'ai intégré l'équipe d'athlétisme qui faisait donc la longue distance, c'est-à-dire 5000 mètres, 10 000 mètres. Et puis, j'ai passé le cap pour le marathon qui est de 42 km 500. 42 km. On ne court pas contre les autres, mais contre soi-même. Cette autodiscipline deviendra une philosophie de travail, une méthode. Donc vous comprenez que quand vous attaquez ce type de distance-là, ça demande une autodiscipline. Je ne parle pas de discipline, je dis d'autodiscipline. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire. J'ai été un marathonien, et l'un des marathons que j'ai fait, c'était dans l'île de Jersey, qui se trouve en Grande-Bretagne, en 1981. C'était donc le marathon qui a été labellisé, puisque mon temps a été donné dans la course, et j'ai amené ce temps-là au Cameroun. En 1981, je ne pense pas qu'il y avait d'autres marathoniens officiellement reconnus. C'est après que le Kounzé, qui est devenu un champion du Cameroun, je crois que c'est plutôt dans les années 1982 par là, qu'il s'est fait connaître. Donc j'étais un recordman du Cameroun. Je n'oserais pas parler des champions, mais plutôt un recordman du marathon pendant au moins 1 an. Je dirais que c'était par défaut. Le temps était 3 heures et quelques, qui n'est pas un temps olympique, et loin de là. Mais en fait, l'essentiel, c'était de terminer 42 km régulièrement sans problème. Et c'était un challenge, c'était un défi que je me donnais. Avant les diplômes et les grandes institutions, il y a un lieu où tout commence, la famille. C'est là que se forgent les premières valeurs, celles qui orientent une vie entière. Pour le professeur Pondy, ce premier étage de toute réussite est un socle solide, discret, mais déterminant. L'universalisme est né à la maison avant l'université. La famille est le premier rempart et le premier plancher à partir duquel vous pouvez organiser votre succès ou alors ne pas réussir dans la vie. La famille a un rôle très important. Entre le couple, c'est-à-dire le père et la mère, quand il y a harmonie, quand il y a entente, quand il y a compréhension, ça facilite la vie de l'enfant. Moi, je me souviens avoir vécu dans un ménage très harmonieux où ils écoutaient les enfants. Ils ne nous considéraient pas comme des personnes qui n'ont pas d'idées. Ce qui était bizarre, c'était qu'ils prenaient le temps de nous poser des questions, le temps de nous demander ce que nous pensons des choses, même si nous n'étions pas à la hauteur en termes de pouvoir donner des réponses très très pertinentes. Mais le fait de savoir qu'on nous demandait quand même qu'est-ce qu'on pense de telle ou telle option pour la famille, ça nous ragaillardissait. Donc nos parents, j'ai eu la chance que ma mère étant une institutrice de profession, elle était particulièrement, je dirais, sévère. Elle voulait que les notes ne soient pas approximatives, ça c'était clair. Et mon père, qui était très 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 occupé, prenait toujours le temps de bien regarder les bulletins de notes qu'on lui confiait avant signature. Il ne les signait jamais comme ça. Il les regardait
de très près et ensuite me faisait toujours des observations sur chaque matière et comparé avec le trimestre d'avant. Donc je voyais qu'il attachait une grande importance à l'évolution. Et la plupart du temps, il était plutôt satisfait, sauf une ou deux fois où naturellement j'ai copé quand même de son cours. En général, quand il n'est pas content, il nous faisait savoir. Mais ils ont été très proches de nous sur ce plan-là. En définitive, ce que devient un homme n'est jamais le fruit du hasard. Chaque étape de sa vie, l'enfance, la famille, l'école, l'université, les rencontres et les passions laissent en lui une empreinte, forge son caractère et oriente ses choix. Le parcours du professeur Jean-Emmanuel Pondy le montre clairement. C'est l'interaction entre les influences reçues et la discipline personnelle qui transforme un enfant en citoyen réfléchi, compétent et responsable. Nous, nos parents nous ont toujours appris le fait que l'argent ou le matériel n'est pas ce sur quoi on doit se fonder ou accorder une importance, je dirais, exagérée. Ce qu'on nous a toujours dit, il faut des moyens pour vivre décemment. C'est tout. Et eux-mêmes, ils n'ont pas vécu dans, je dirais, une aisance, comment on appelle ça, ostentatoire. Non. Ils ont toujours vécu de manière, à mon avis, de manière très très frugale. Ils ne mangeaient pas beaucoup d'abord, et puis de façon raisonnable. Quand vous regardez ce qu'ils ont construit, c'est raisonnable. Il n'y a rien de vraiment de monumental. Mais ils nous ont appris que ce sont les êtres humains qui sont importants. Ce n'est pas le matériel, c'est les êtres humains. Si vous avez le matériel et puis l'être humain est vide, tout ce matériel partira en quelques mois. Donc ce qu'il faut construire, ce n'est pas une assise matérielle, mais c'est une assise humaine. Et il ne le disait pas seulement, il le faisait. Aujourd'hui, notre jeunesse est en danger. Elle grandit dans un monde de désorientation et d'excès, où les repères se perdent et où l'exemplarité fait défaut. Il est urgent que l'éducation nationale et toutes les autorités concernées réévaluent leur rôle et mettent en place des conditions qui permettent aux enfants de se former intégralement, intellectuellement, moralement et socialement. La réussite d'un pays dépend de la qualité de la formation qu'il offre à sa jeunesse et de l'adéquation entre cette formation et la vision qu'il nourrit pour sa nation. Faisons en sorte que chaque enfant, quel que soit son milieu, puisse devenir un citoyen modèle, capable de construire un avenir digne pour lui-même et pour son pays.